Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris de novembre, Claire se tenait devant la porte de l'appartement familial, le cœur battant à tout rompre. Elle avait 28 ans. Une architecte prometteuse avec des cheveux bruns ondulés et un regard vert qui trahissait souvent ses tourments intérieurs. Ce soir-là, elle avait décidé de tout avouer, son amour pour Sophie, sa meilleure amie depuis l'université, une blonde aux yeux bleus, professeure de littérature, tout aussi charismatique mais plus réservée. Mais à peine avait-elle prononcé les mots fatidiques « Maman ». Je suis amoureuse d'une femme que le monde s'effondra. Sa mère, une femme conservatrice issue d'une famille catholique stricte, claqua la porte au nez de Claire, hurlant des insultes qui résonnèrent dans l'escalier. « Tu n'es plus ma fille. » Claire, figée sur le palier, sentit une vague de nausée l'envahir, comme si on lui avait arraché le cœur. Elle erra dans les rues froides, le téléphone vibrant de messages ignorés. Sophie l'attendait dans leur petit appartement du Marais, un havre de paix qu'elles avaient construit en secret depuis 2 ans. Mais ce soir, la réalité les rattrapait. Claire composa le numéro de Sophie. La voix tremblante, « C'est fini. Elle m'a renié. » Sophie, de l'autre côté, murmura des mots apaisants. Mais au fond d'elle, une peur sournoise s'insinuait. Elle avait toujours su que ce moment viendrait, mais elle n'avait pas anticipé la profondeur de la blessure. Claire arriva enfin, les yeux rougis, et s'effondra dans les bras de Sophie. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se promettre que rien ne les séparerait. Pourtant, au lever du jour, Claire reçut un appel de son père, « Ne reviens pas à la maison. Ta mère est dévastée. » Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Claire, habituée à la stabilité de sa vie professionnelle, se sentait déracinée. Au bureau, elle dessinait des plans d'immeubles modernes, symbole de progrès. Mais sa vie personnelle était un chaos archaïque. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille libérale mais distante, elle avait toujours assumé son orientation. Mais voir Claire souffrir la renvoyait à ses propres rejets passés. On va s'en sortir, disait-elle. Mais intérieurement, elle doutait. Un soir, alors qu'elle dînait dans un bistrot discret, un couple d'amis hétérosexuels les rejoignit. « C'est courageux. Ce que tu as fait, » dit l'un d'eux. Mais Claire sentit le poids des regards curieux des tables voisines. Paris, ville de l'amour, semblait soudain hostile. La pression familiale s'intensifia. La sœur de Claire, Marie, une avocate de 32 ans, appela pour la supplier de revenir à la raison. « Pense à maman. Elle est malade à cause de toi. » Claire raccrocha, les larmes aux yeux. Sophie proposa de rencontrer la famille. Mais Claire refusa, ça empirerait les choses. Au travail, un collègue conservateur fit une remarque déplacée sur ses modes modernes, et Claire dut se retenir pour ne pas exploser. Elle rentra chez elle, épuisée, et trouva Sophie en train de préparer un thé. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, » à voix claire. Sophie la serra fort. Mais une fissure apparut dans leur relation. Sophie voulait avancer. Claire était paralysée par la culpabilité. Bientôt, les rumeurs se propagèrent. À l'université où enseignait Sophie, des étudiants chuchotaient sur la prof lesbienne. Sophie ignora, se concentrant sur ses cours sur la littérature queer. Mais un parent d'élève envoya une plainte anonyme au doyen. C'est discriminatoire, se défendit-elle lors d'une réunion tendue. Le doyen, un homme d'une 60aine d'années, haussa les épaules, les temps changent.
Mais pas pour tout le monde. Sophie rentra frustrée. Et pour la première fois, elle reprocha à Claire son hésitation initiale. Si tu avais été plus ferme dès le début. Claire se braqua, c'est facile pour toi. Ta famille t'accepte. Leur première dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Et Sophie sortit en claquant la porte. Claire, seule, se demanda si son amour valait tous ses sacrifices. Les semaines passèrent. Et la tension monta. Claire reçut une lettre de sa mère, une invitation à un dîner familial. Mais sans Sophie. Viens seule. On en parlera. Claire hésita. Mais décida d'y aller. Espérant une réconciliation. Sophie, blessée, accepta à contre-cœur, fais ce que tu dois. Au dîner, l'atmosphère était lourde. Sa mère, les yeux froids, lança, c'est une phase. Claire, pense à ton avenir, à des enfants normaux. Claire défendit son amour. Mais son père intervint, on t'aime. Mais on ne peut pas accepter ça. Elle quitta la table en larmes, réalisant que le fossé était insurmontable. De retour chez Sophie, elle trouva l'appartement vide. Un mot, j'ai besoin d'espace. Le cœur brisé, Claire s'effondra. Était-ce le début de la fin? Sophie erra dans les rues de Montmartre. Le vent froid fouettant son visage. À 28 ans, avec ses cheveux blonds courts et ses yeux bleus qui reflétaient une intelligence vive, elle avait toujours été la plus résolue des deux. Mais ce soir, après la dispute, elle doutait de tout. Elle s'assit sur un banc. Repensant à leur rencontre à l'université, un regard échangé en cours de littérature, des discussions passionnées sur Virginia Woolf, puis ce premier baiser sous la pluie. Leur amour avait été un refuge, mais maintenant, il était assiégé. Sophie appela une amie. Élise. Une lesbienne assumée qui vivait ouvertement avec sa partenaire. Claire est en train de me détruire, confia-t-elle. Élise l'écouta, les familles comme la sienne sont toxiques. Tu dois choisir, elle ou ta santé mentale. De son côté, Claire passa la nuit à ruminer. Le lendemain, elle alla au travail, mais son esprit vagabondait. Un projet important l'attendait, la conception d'un centre communautaire pour minorités. Ironie du sort. Son patron, un homme progressiste, remarqua son trouble. Tout va bien? Claire se confia vaguement. Et il la soutint, l'amour n'a pas de genre. Cela la réconforta. Mais en rentrant, elle trouva Sophie de retour, les yeux gonflés. Elles s'embrassèrent, se pardonnant mutuellement. Mais la fragilité persistait. On doit être plus forte, dit Sophie. Elles décidèrent de consulter une thérapeute spécialisée en couple LGBTQ+. Les séances commencèrent. La thérapeute, une femme d'une quarantaine d'années, les encouragea à explorer leurs peurs. Claire parla de sa culpabilité filiale, j'ai l'impression de trahir mes parents. Sophie admit sa frustration, je me sens invisible dans ta vie. Peu à peu, elles dénouèrent les nœuds. Mais dehors, la société frappait. Un jour, en marchant main dans la main, un groupe de jeunes les insulta, sale gouine. Claire lâcha la main de Sophie par réflexe. Ce qui blessa profondément sa compagne. Tu as honte de moi, accusa Sophie. Claire nia. Mais le doute s'installa. La famille de Claire ne lâchait pas. Marie, la sœur, organisa une intervention surprise. Elle débarqua à l'appartement avec leur mère. Claire revient à la maison. 7. Faste détruit. Sophie
Présente. Se défendit, c'est de l'amour. Pas une phase. La mère explosa, vous corrompez ma fille. La dispute dégénéra. Des objets volèrent. Et Marie traîna leur mère dehors. Claire, tremblante, serra Sophie, je suis désolée. Mais Sophie, pour la première fois, envisagea la rupture, combien de fois encore? Au travail, Sophie affronta une nouvelle épreuve. Le doyen la convoqua, la plainte avait escaladé. Un parent influent menaçait de retirer son enfant. Soyez discrète, conseilla-t-il. Sophie refusa, ma vie privée n'impacte pas mes cours. Mais elle sentit la pression. Elle rentra et trouva Claire en train de cuisiner. Un geste de paix. Elles parlèrent tard dans la nuit, décidant de partir en week-end à la campagne pour se ressourcer. À Normandie. Dans une petite auberge, elles redécouvrirent leur intimité. Loin des jugements. On pourrait déménager, suggéra Sophie. Claire hésita, et ma carrière? Le retour à Paris brisa l'illusion. Un message de son père, ta mère est hospitalisée. C'est ta faute. Claire se précipita à l'hôpital. Sa mère, pâle sur le lit, murmura, pourquoi me fais-tu ça? Claire pleura, je t'aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Son père, à l'écart, avoua, je t'accepte. Mais ta mère. C'est dur. Pour la première fois. Une lueur d'espoir. Mais en rentrant, Sophie l'attendait avec une nouvelle, j'ai reçu une offre d'emploi à Lyon. Sans toi. Peut-être. Claire paniqua, ne me quitte pas. Leur relation, autrefois solide, craquelait sous les assauts. Sophie céda. Mais intérieurement, elle pesait les options. Était-ce une trahison de penser à soi? Les mois suivants furent une épreuve de feu. Claire, déterminée à reconstruire, organisa une rencontre avec son père seul. Dans un café près de la Seine, il admit, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Claire répondit, l'amour est plus fort. Il promit d'essayer de convaincre sa mère. Sophie, de son côté, refusa l'offre de Lyon, je reste pour nous. Mais la plainte à l'université prit de l'ampleur. Un article anonyme sur un blog conservateur la qualifia de propagandiste queer. Sophie, furieuse, porta plainte pour diffamation. Mais le processus était épuisant. Pourquoi tout est si dur, se lamenta-t-elle auprès de Claire. Une trahison inattendue surgit. Élise, l'amie de Sophie, révéla lors d'une soirée qu'elle avait flirté avec Sophie par le passé. Claire, jalouse, confronta Sophie, tu m'as caché ça? Sophie avoua, c'était avant toi. Mais je n'ai pas voulu te blesser. La confiance ébranlée. Claire passa la nuit chez une collègue. Sophie, seule, remit en question leur couple, suis-je prête à tout sacrifier? Le lendemain, elles se réconcilièrent. Mais une ombre persistait. La société amplifia les tensions. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris, elles participèrent, main dans la main. Mais un contre-manifestant les filma. Et la vidéo virale attira l'attention de la famille de Claire. Sa mère appela. Hystérique, tu te ridiculises. Claire coupa court, c'est ma vie. Sophie, fière, la soutint. Mais intérieurement, elle craignait pour sa carrière. Le doyen l'a mis en garde, évitez la publicité. Sophie ignora. Publiant un essai sur l'homophobie en éducation. Cela lui valut des soutiens, mais aussi des menaces anonymes.
Un tournant dramatique, Claire fut promue au travail. Mais son nouveau rôle impliquait des voyages. C'est une opportunité, dit-elle à Sophie. Mais Sophie vit cela comme une fuite, tu m'abandonnes quand ça devient dur. Leur dispute escalada. Et Sophie, impulsive, contacta une ex pour un café amical. Claire l'apprit par hasard, via un message vu sur le téléphone. Tu me trahis, hurla-t-elle. Sophie nia tout acte, mais admit la tentation, je me sens seule. Claire, dévastée, quitta l'appartement pour quelques jours. Chez sa sœur Marie, qui l'accueillit à contre-cœur. Elle réfléchit, peut-être que maman a raison. Marie, opportuniste, en profita, revient à la normale. Sophie, rongée par la culpabilité, chercha Claire partout. Elle appela le père de Claire, qui révéla sa localisation. Sophie se rendit chez Marie, affrontant la famille hostile. Je l'aime. Laissez-nous tranquilles. Marie la chassa, tu es le problème. Claire, entendant la dispute, sortit et choisit Sophie, on rentre. Mais le dommage était fait. De retour, elles parlèrent des heures, admettant leurs erreurs. On doit changer, conclut Claire. Elles décidèrent de déménager à Bordeaux pour un nouveau départ. Mais avant, Claire confronta sa mère une dernière fois. À l'hôpital, où sa mère se remettait, elle posa un ultimatum, accepte-nous ou perds-moi. La mère pleura, je ne peux pas. Claire partit. Le cœur lourd, mais libéré. Le déménagement à Bordeaux marqua un nouveau chapitre. Mais pas sans heurts. Claire et Sophie trouvèrent un appartement lumineux près de la Garonne. Et Claire transféra son travail dans une filiale locale. Sophie obtint un poste dans un lycée progressiste. C'est un fresh start, se dit-elle. Mais les cicatrices persistaient. Sophie, hantée par sa quasi-trahison, devint possessive. Claire, marquée par le rejet familial, évitait les sujets sensibles. Lors d'une soirée avec de nouveaux amis, un commentaire innocent sur les familles traditionnelles raviva les tensions. Sophie explosa, pas encore ça. Claire la calma. Mais intérieurement, elle se demanda si elles étaient vraiment guéries. La société bordelaise, plus conservatrice que Paris, posa de nouveaux défis. Au lycée de Sophie, des collègues murmuraient sur son orientation. Un parent protesta lors d'une réunion, « Je ne veux pas que ma fille soit influencée. » Sophie se défendit avec éloquence, gagnant le respect du directeur. Mais cela la vida. Claire, de son côté, affronta un client homophobe qui refusa de travailler avec elle après avoir vu une photo d'elle sur les réseaux. C'est discriminatoire, protesta-t-elle. Et son patron la soutint. Mais l'incident la secoua. Pourquoi partout où on va? C'est pareil, se plaignait la Sophie. Un appel surprise de Marie changea la donne. Maman est gravement malade. Elle veut te voir. Claire hésita. Mais Sophie l'encouragea, vas-y. Pour toi. À Paris. À l'hôpital. Sa mère, affaiblie, murmura, je regrette. Claire pleura, vraiment. La mère avoua, j'ai eu tort. L'amour est l'amour. Une réconciliation timide s'amorça. Le père, soulagé, embrassa Claire. De retour à Bordeaux, elle raconta tout à Sophie, qui se réjouit. Mais sentit une pointe de jalousie, et moi dans tout ça? Claire la rassura, tu es ma famille. Pourtant, une nouvelle crise surgit. Sophie reçut une promotion.
mais impliquant des heures supplémentaires. Claire, se sentant négligée, renoua avec une ancienne amie hétérosexuelle, ce qui éveilla la suspicion de Sophie. C'est de la paranoïa, défendit Claire. La dispute dégénéra en accusation mutuelle de trahison émotionnelle. Sophie, impulsive, partit chez Élise à Paris pour réfléchir. Claire, seule, affronta ses démons. Avait-elle sacrifié trop? Elle appela sa mère, qui la conseilla. L'amour vrai demande des compromis. Sophie, chez Élise, résista à la tentation d'une nuit consolatrice. Je l'aime encore, admit-elle. Élise la poussa, alors bats-toi. Sophie rentra à Bordeaux, trouvant Claire en pleurs. Elles s'embrassèrent, promettant de communiquer mieux. Mais un secret émergea, Claire avait caché un contact avec un thérapeute pour elle seule, craignant une dépression. Sophie, blessée par le manque de transparence, questionna, on est ensemble ou pas? Elles décidèrent d'une thérapie de couple à nouveau. À Bordeaux. La haute trame culmina lors d'un anniversaire. Sophie organisa une surprise pour Claire, invitant des amis LGBTQ+. Mais Marie débarqua inopinément, envoyée par la mère pour soutenir. L'atmosphère se tendit. Mais Marie, voyant leur bonheur, s'adoucit, je commence à comprendre. La soirée se transforma en moment de guérison. Pourtant, au lit ce soir-là, Sophie murmura, et si on fondait une famille? Claire, terrifiée par l'idée face aux pressions passées, hésita. Était-ce le prochain sacrifice? Les discussions sur une famille potentielle intensifièrent les débats intérieurs. Claire, influencée par son éducation catholique, doutait, et si on n'est pas prête? Sophie, optimiste, argumenta, l'amour suffit. Elles consultèrent des associations pour l'adoption par couples homosexuels, apprenant les obstacles légaux en France. C'est injuste, ragea Sophie. Claire, plus pragmatique, proposa l'insémination, mais qui porte? Leur relation, testée par ses choix, révéla des motins haussés profonds. Sophie voulait un enfant pour sceller leur union, Claire craignait de reproduire les erreurs familiales. Un incident social accéléra les choses. Lors d'une conférence sur l'architecture inclusive, Claire parla ouvertement de son couple, inspirant des applaudissements. Mais un journaliste conservateur publia un article la dépeignant comme activiste radicale. Des trolls en ligne l'harcela. Et Sophie, protectrice, répondit publiquement, attirant plus d'attention. On est exposé, paniqua Claire. Sophie répliqua, c'est le prix de la visibilité. Leur dispute sur la discrétion vs. L'activisme culmina en une nuit blanche de réflexion. La famille de Claire intervint à nouveau. Sa mère, remise, visita Bordeaux. Je vous accepte, dit-elle à Sophie, les larmes aux yeux. Un dîner tendu se transforma en compréhension mutuelle. Le père suivit, offrant son soutien. Mais Marie révéla un secret, elle avait elle-même questionné son orientation par le passé. Mais choisit la norme. Ne regrette pas tes choix, conseilla-t-elle à Claire. Cela libéra Claire, qui embrassa pleinement son identité. Pourtant, une ultime trahison frappa. Sophie, stressée par le travail, confia à Élise ses doutes sur l'avenir avec Claire. Élise, jalouse, envoya un message anonyme à Claire, Sophie te trompe. Claire, confrontée, découvrit la vérité, pas de tromperie physique, mais émotionnelle. Pourquoi elle, hurla Claire. Sophie pleura,
J'avais besoin de parler. La confiance brisée. Claire envisagea la séparation, peut-être qu'on est toxique l'une pour l'autre. Sophie, désespérée, proposa une pause, donne-nous du temps. Pendant la pause, Claire rentra à Paris, chez ses parents réconciliés. Elle travailla sur elle-même, lisant sur la résilience LGBTQ+. Sophie, à Bordeaux, enseigna avec passion. Mais le vide la rongeait. Un mois plus tard, elles se retrouvèrent dans un café neutre. Je t'aime toujours, avoua Sophie. Claire répondit, moi aussi. Mais on doit changer. Elles décidèrent de recommencer. Avec des règles claires, honnêteté totale. Thérapie continue. Elles adoptèrent un chat. Symbole d'engagement modeste. Et planifièrent un voyage en Italie pour se reconnecter. Des années plus tard, leur relation avait évolué. Elles n'avaient pas d'enfants, mais un réseau d'amis comme famille. Claire conçut des espaces inclusifs, Sophie écrivit un livre sur l'amour queer. Les sacrifices avaient forgé leur lien. Mais au fond, une question persistait, l'amour vrai justifie-t-il tous les dommages collatéraux ? Est-il moral de persister quand la société et la famille résistent ? Ou vaut-il mieux renoncer pour préserver la paix ?